Salut les judokas, en haut de cet escalier, l'interview de Jean-Luc Barré en 5 épisodes. De l'école Coréa jusqu'aux très belles années compétition dans le mythique club de Levallois, du premier grand départ à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à 20 ans de participation de compétition au Japon. D'ailleurs, un 6e date passé au Japon, Jean-Luc n'a pas fini de nous étonner. Vous pourrez retrouver les liens des 5 épisodes dans la description. Vous pouvez aussi naviguer avec la barre de lecture dans les différents chapitres et d'ailleurs sauter cette introduction. Et bien sûr, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, ça aide vraiment à développer la chaîne et à mettre un like par exemple sur votre épisode préféré. Alors moi je vous laisse et on se retrouve derrière cette porte pour l'interview. Et je suis parti au Japon en mars 98. Donc D'accord. entre octobre 1994 et mars 1998, je suis allé 27 fois au Japon. C'est pas vrai, Si. 27 fois. Bah parce que bon, j'étais avec Oui, une hôtesse de l'air. Voilà, bon. ça compte, mais quand même, 27 faut faire les fois. allers-retours quoi. Bah des fois j'y allais, je restais pour 2 jours, 3 jours, et puis je revenais. Ah Bon, oui. alors 27 fois au Japon en étant quand même en immersion. Ouais. Parce que mon ex-femme, elle m'a mis dans sa famille. Ah oui, Donc c'est en vraiment- immersion, si on parlait japonais, j'étais dans la vraie vie japonaise, je partais pas avec un groupe, Ouais. on loge dans une auberge de jeunesse. J'étais en immersion totale, je parlais déjà un petit peu la langue, mais j'ai pensé que je connaissais le Japon. Ouais. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que le Japon, on le connaît quand on commence à y vivre. Parce que quand on vit au Japon, il faut parler la langue, il faut louer un appartement, Ouais. il faut prendre les transports, il faut avoir une Javi de moto, il faut la faire réparer, et il faut travailler. Ouais. Puis il a bien fallu que je bosse au Japon. Donc on est dans la vie quotidienne et là on est en immersion totale. Là, on n'est plus. C'est pour ça que après des fois il y a beaucoup de gens qui partent au Japon, même s'ils y vont 10, 20 fois, mais ils y vont, ils reviennent sans vraiment bien parler la langue. Moi j'en connais qui sont partis 40 fois au Japon, ils parlent toujours pas bien la langue, ils la parlent pas, ils n'ont jamais vécu là-bas, ils n'ont jamais travaillé là-bas. Donc ils vont s'afficher comme des connaisseurs du Japon, mais non. Un pays pour en être imprégné, il faut quand même parler la langue, il faut vivre et il faut passer du temps avec les Japonais en immersion totale. Des soirées des Japonais où on va manger avec eux, on n'entend parler que japonais, puis bon, on mange, on boit de la bière, et puis à un moment, la tête qui tourne un peu, il faut continuer à parler japonais. Voilà. Et puis après, il y a les anecdotes de la vie de tous les jours du Japon. Donc, c'est pas d'aller en stage de judo, même 10 fois, 15 fois au Japon, dans un milieu français. Ouais, non, ça n'a rien à On voir aura avec toujours le envie de dire qu'on vivre connaît le sur Japon, place. mais non. Le Japon, pour le connaître, il y a des degrés pour connaître un pays. Alors moi, j'ai eu la chance quand j'étais au Japon, j'ai commencé à travailler dans un restaurant comme serveur. D'accord. Personne ne parlait évidemment ni français ni anglais. Donc ça a été déjà une première épreuve. C'était pas facile. Puis après, je suis devenu prof de français chez D'accord. Berlitz. J'avais plus l'impression d'être un perroquet parlant qu'autre chose. Mais bon, c'était marrant. Et comme j'étais à Berlitz, les cours étaient chers hein, en tant que client chez Berlitz. Mais comme je faisais partie du personnel de Berlitz, j'avais le droit d'avoir des cours de langue à un prix qui était D'accord. très intéressant. Alors j'ai essayé de prendre des cours de japonais. Et par chance, je suis tombé sur un prof de japonais, très sympa, qui était un ancien judoka. Il avait fait du judo. Ouais. Et il a eu un enseignement, je l'ai trouvé très subtil et très intelligent dans sa manière d'enseigner. Hein. Il a vu que comme j'aimais le judo, ben, il a décidé de m'enseigner le japonais en construisant des conversations autour du judo. Wow. Sur les mots que je connaissais. Il me posait des questions pour que je réponde à l'affirmative, et puis après, il me les posait de manière à ce que je réponde de manière différente. Et en rajoutant à chaque fois des éléments, et qui avaient attrait au judo, donc bon, là, on aurait pu prendre n'importe quel thème. Mais du coup, ça devient tellement concret et vivant que. Exactement, et c'était tellement subtil de sa part que j'ai trouvé ça bizarre, mais mon niveau de japonais, comme si tous les mots que j'avais appris bêtement par cœur, qui ne ressortaient pas, ils ont pris position, ils ont pris place dans des phrases. Et il y a une logique de la phrase. Et mon niveau de japonais a commencé à faire ça. Donc, tout ce que j'avais appris avant, même qui ne faisait même pas partie des cours avec ce monsieur, ça prenait place. Et j'ai commencé à parler, et puis d'un coup, ça a fait ça, et je me suis dit, mais c'est merveilleux. Ouais. Et j'étais très content de moi, parce que je me suis dit, je pensais pas que j'étais un idiot, mais je me suis dit, c'est pas de mon niveau d'apprendre une langue, je me croyais incapable. Mais alors voilà, comment s'est passé le judo? Au Japon. Donc t'es arrivé pour travailler, etc. Donc au début t'as été élève, t'es allé au Kodokan comme la plupart des Français. Comment ça s'est passé cette... Bon, mon tout premier voyage au Japon, je revenais de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Je ramenais tout, mes planches à voile, tout. Et comme j'étais avec une hôtesse de l'air d'Air France, il n'y avait pas de limite de bagages. Et je pense que tout ça, les bagages que j'avais pas tout vendu là-bas, parce que c'est chiant un déménagement. Hein. Et j'avais mes grosses planches, et on embarquait ça, tout ça avec Air France. Bon, ma femme était venue me rejoindre quand j'avais décidé de quitter la Calédonie, elle était venue me voir, elle avait profité d'une rotation, et qu'on avait prévu que mon déménagement
eh ben, on le ferait quand elle est dans le cadre d'une de ses rotations, Ok. quand elle avait un retour sur Tokyo. Donc elle a eu un retour sur Tokyo, et moi je suis allé avec elle. Donc je venais au Japon pour la première fois. Bon, elle m'a présenté ses parents, qui m'ont invité au restaurant, dans un très très bon restaurant très chic, avec qui m'ont fait un très très beau yukata, qui était magnifique. Euh, elle m'a fait visiter Tokyo, le quartier de Ueno, tout ça. Donc pour moi c'était... Ah oui, ça devait être ah non, fou. oui, mais et bon, je faisais pas... Là, j'ai pas pu faire de judo. Ok. Et ensuite, donc, la rentrée scolaire, le PUC, la rencontre Paulette Fouillet qui m'a tout de suite, qui m'a pas laissé respirer. Hein, elle avait dit à Père Guichard, j'ai quelqu'un de très bien. Donc voilà, elle m'avait taillé un très bon costume, elle m'avait monté une barre auprès de Père Guichard, qui m'a reçu dans son bureau, de manière très austère, hein, avec la pluie qui était derrière sa fenêtre. Et je voyais que les cocotiers, l'eau bleue, ça c'est fini. Il y avait l'austérité de Père Guichard, il y avait l'austérité de son bureau, et derrière une pluie battante. Avec donc la grisaille, la pluie battante, avec la cité universitaire derrière. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai plus la même carte postale là. Bon, enfin voilà. Et quand elle m'a. Alors, et Pierre Richard voulait que je fasse les cours de judo pendant les vacances scolaires. Et puis non, j'ai dit, non, les vacances, je pars au Japon. J'ai dit, écoutez, ça va parce que c'est le Japon, c'est le pays du judo, mais il ne faudrait pas me faire coup tout le temps. Et j'ai dit, oh là 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 là. Ça va être dur. Bon, c'est pas grave, je suis quand même parti au Japon. Et là, elle m'a fait visiter. Et là, elle avait des rotations sur Osaka. On est allé faire du judo à l'université de Kyoto, Ouais. qui a été donc ma première, c'était ma première mise en tenue en judogi Ouais. au Japon. Wow. Et je suis tombé dans une des universitaires qui était très sympa, pas forcément à un niveau très fort, mais enfin ils faisaient bien judo. Ça. Et ils m'ont très bien accueilli et ils m'ont demandé de montrer une technique. Oh. Bon, je n'ai pas trop envie parce qu'il y a toujours un peu la curiosité. Bon, ben, je leur ai montré, ça devait être Morote Otoshi, ce que je vois. Ils étaient très contents. Parce qu'ils sont bon public, les Japonais. Même s'ils font judo nettement mieux que moi, ils n'avaient pas besoin. Mais ils ont au moins cette gentillesse et cette délicatesse d'être bon public. C'est-à-dire que je vais montrer une technique, je fais, oh, voilà, c'est bon. Ça, je l'avais déjà senti. Ok. Mais pas forcément pour se foutre de moi, tout simplement parce qu'ils ont la gentillesse d'ouvrir leur esprit, d'ouvrir leur curiosité. L'expérience suivante en judo aurait été Tenri. Comme elle savait que je rêvais d'aller à Tenri, j'avais tellement entendu parler de Tenri, elle m'a dit, écoute, je crois que c'est dur, mais si tu en as vraiment envie, ça va être dur pour toi. Mais je pense que ça te fera du bien, et ça va être une belle expérience. Donc elle m'avait quand même conditionné, hein. Elle m'avait mise quand même à la page, attention au Japon tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Elle m'avait bien mise, elle m'avait éduqué, comme d'ailleurs quand on prenait l'avion, hein, je prenais l'avion avec elle, tu sais, elle m'avait dit, costume, cravate, tu dois te tenir comme ça, tu dois faire ça. Et après comme un enfant qui est guidé par sa mère. Hein. Je me sais quand même tous les vols, je me les fais en costume cravate quand même. Hein. Et, bon, quand c'est 12 heures de vol, il y a la cravate, c'est pas... Voilà. Bon, mais en même temps, je rentrais dans un style de vie. Donc c'était fini la Nouvelle-Calédonie, hein, où j'étais en claquette et en... voilà. Et là où j'ai vraiment fait donc, la vraie découverte avec Tannery, j'ai découvert la rigueur et la rudesse des entraînements de Tannery, c'était en février, les vacances d'hiver de 95. D'accord. Donc, Juste avant que ça, sur ces premiers jours où donc, tu découvres un peu Osaka, enfin cette région-là de judo, vu ta formation judo et les profs que tu avais eus, tu as trouvé beaucoup d'écart par rapport au judo au Japon ou c'était quand même dans la lignée de ce que tu avais appris? C'était dans la lignée parce que j'ai quand même une formation de judo où c'était un judo classique de base, et puis sur ce judo de base, ensuite on essaie de devenir fort pour faire la compétition avec quand même une forme de corps, une manière de se tenir qui était assez droite. D'accord. Ce qui m'a surpris alors au Japon, c'est plutôt la manière de... pas la manière de se tenir, c'est-à-dire la solidité d'abord du ventre, des hanches, et puis surtout c'est que ça se faisait beaucoup avec les poignets. Parce qu'au Japon, quand ils font du jeu avec les poignets, on sent que ce sont des capteurs, et par les poignets, ils arrivent à sentir où le partenaire a fait des appels, déjà ça leur permet d'avoir des changements de rythme, d'avoir des appels, de sentir un petit peu les transferts de poids du partenaire, mais de sentir à quel moment ils doivent ouvrir, rentrer. Oui. Il y a ce jeu de bras et ce jeu de poignets que je ne connaissais pas, et c'est quelque chose qui est avec c'est à la fois flexible et tonique. Donc il y a une tenue du corps, c'est plus dans l'attitude générale, dans la tenue du corps. Mais après, ma manière de faire du judo, elle convenait bien au Japon. Oui, alors maintenant, je n'avais pas les défenses que les Japonais ont, que j'ai travaillé par la suite. Hein. Les défenses et les manières d'amener les mouvements, où il y a quand même un travail des bras et des poignets qui est extrêmement efficace, extrêmement explosif. Donc il y avait une explosivité que je n'avais pas. Mais j'avais quand même au moins la base du judo qui me permettait non seulement de me faire plaisir,
mais qui me permettait de les comprendre et peut-être, et ça me faisait, le champ était libre pour pouvoir progresser. Oui. De toute façon, si je dois dire dans mon parcours de judoka, voilà les 3 tendances que j'ai eues. C'est la tendance au début judo un petit peu du vieux collège Saint-Tournoir, un peu de Monsieur Correa et de mon prof, Oui. où c'était un judo d'aspiration, de sensation du corps, de placement, d'études, de recherche, avec en même temps la compréhension de la technique. Et puis après, il y a la période compétition, notamment à Levallois, où là, on ne fait pas dans la dentelle. Ouais. Donc ça restait vraiment de la compétition, mais du pur et dur, et ce qui me faisait aussi du bien, parce que cette base de jeu que j'avais, il fallait bien la mettre en application. Ouais. C'est ça le plus dur. Et puis après, il y a le judo japonais. Et il y a eu l'influence du judo japonais, où là, c'était différent. C'était un peu un mix de tout ça, avec en même temps, au Japon, il y avait à la fois ce côté culturel, donc, qui est très fort dans le judo japonais, mais cette espèce de... On sent qu'ils n'ont pas négligé la base, l'enseignement de base, les principes de base du judo. Ils les ont pas, ils les ont appris, peut-être sous la contrainte, mais ils l'ont très très bien appris. Et puis peut-être une manière d'apprendre, une manière aussi de penser la technique, Oui. très différente de la manière qu'on a de l'analyser en France, de la penser. Voilà, c'est un peu comme 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, fais comme ça, après comme ça, là. Mais il n'y avait pas, voilà, si tu aspires, ça peut... J'étais pas il n'y avait pas cette fluidité du corps que j'ai pu apprendre dans l'école Correa, où le corps, il avait un peu comme comme un machin qui plie, qui est très flexible. Il y avait une certaine rigidité, il y avait comme une certaine tonicité, mais avec des gestes simples et très efficaces. Ouais. Et quand on met tout ça en relief, si on veut se faire une vraie personnalité de judoka, et on y réfléchit un peu, il faut essayer de trouver un point commun dans tout ça pour créer sa propre identité de judo. Et oui. Ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est prendre un petit peu le meilleur des 3, voilà, et puis essayer de l'adapter sur beaucoup de mouvements. Alors pas forcément pour les faire en randonnée, mais en tant que professeur de judo, on se doit de savoir faire tous les mouvements. On se doit d'enseigner tous les mouvements. Ouais. Donc il y a quand même un principe de compréhension du mouvement qu'on décide d'appliquer. Parce que c'est quand même beaucoup de mouvements le judo. Parce que c'est bien beau, mais les mouvements comme Morote, Osotogari, Taotoshi, Ushimata, qui sont des mouvements que j'aime bien, que tout le monde aime bien, mais je ne vais pas montrer ça pendant une année. Il y a un moment, il faut varier, il y a un moment, il faut attaquer, il faut être capable de montrer les sutemi, il faut être capable de montrer des contres, il faut être capable de montrer un mouvement comme Kosotogake, qui n'est pas facile. Il faut prendre des risques, il faut se démener pour être capable. Donc il faut être capable aussi de montrer aussi un judo qui peut être adaptable à un judo pour les lourds. Oui. Moi je suis un léger, je ne peux pas montrer que du judo de léger. Un Rigoshin ne se fait pas de la même manière qu'un léger par un léger que par un lourd. Et donc on revient pour le Japon. Ouais. Alors ma première expérience à Tenri, donc février 1995. Oui. On a réussi à loger dans les logements de la religion de Tenri, qui s'appelle les logements de Tenrikyo. Ouais. On a pris les premiers contacts avec Shoso Fuji, qui à l'époque était l'entraîneur principal de Tenri. Ouais. En passe d'être remplacé par Masaki. D'accord. Masaki Sensei, même si Shoso Fuji restait toujours dans le coin, avec comme professeur adjoint Shinji Osokawa. Voilà, qui était invité à mon mariage quelques années plus tard, qui est devenu un copain, même un élève à qui je donnais les cours de français, et le membre d'honneur de mon club. Voilà, et puis après, donc j'ai fait les randonnées à Tenri, ça n'a pas été facile, ça a été dur. J'ai vu des gars qui étaient très forts, et j'ai vu à quel point la puissance, parce que je suis beaucoup tombé, la dureté des tatamis qui malheureusement a été changée, parce que j'aimais bien ces tatamis en paille, même s'ils me faisaient souffrir, qui arrivaient au niveau du plancher, cette grande salle. Et puis il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a des bruits, il y a tous ces Japonais qu'on amène. En plus, j'étais seul, il n'y avait pas d'étrangers, donc j'étais comme en immersion totale, pas d'étrangers, pas de. Et là, ça a été, ça n'a pas été facile. Et là, il y avait pas, et l'entraînement durait longtemps, je crois qu'il durait 3 heures l'entraînement. Et souvent, et le matin, alors à l'époque quand je venais, il y avait un entraînement le matin et un entraînement l'après-midi. Mais moi je faisais un par jour parce que j'ai fait 2 fois par jour, j'étais trop crevé, trop fatigué. Oui. C'était d'une telle intensité et j'ai aimé ça et j'ai aimé la dureté. Mais quand je venais chez moi et je me retirais dans la chambre du Nishijin Sumesho où on dormait là à la japonaise, je sais que je m'écroulais. Oui. Et j'avais mal partout. Et là c'était mes premiers, on va dire mes balbutiements à Tenri. Et puis. Et là, juste les entraînements tous les jours, donc c'était technique randori, c'était que randori, c'était comment? Bon, il y a toujours un échauffement, un peu de gymnastique, mais c'est un échauffement, on a l'impression de voir un club de 3e âge qui s'échauffe. On a l'impression que chacun venait se réveiller. Ouais. Bon, donc, et encore, quand il y en a un qui compte, qui fait ça pour tout le monde, les autres, la plupart, ils le font pas aussi. Donc c'est vraiment. C'est drôle ça. Ah oui, on est vraiment c'est un cours de gym d'EHPAD, hein, je veux dire. Bon, c'est méchant, mais... Et puis après, on commence à se mettre debout, vraiment
taille de tout le cinéma, c'est ça qui m'a fait rire. Puis après, il commence à faire Ushikomi, au début doucement, et puis après, je regarde Ushikomi, oh là là là, comment ça place bien, comment ça tourne bien. Ah oui. Et puis après, il lance les randonnées. Il programme le chronomètre électronique. Donc il n'y a pas du tout de cours technique. Non. On considère que c'est déjà acquis. On considère que c'est déjà acquis parce que le judo était obligatoire, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais je pense, à l'école. Ouais. Donc on considère que s'ils sont là à l'université, ils savent déjà faire du judo, ils sont déjà tous ceinture noire. Donc, inévitablement, il y a la base technique. Et puis, en général, ceux qui sont à l'université, Oui, il y a ça aussi, c'est pas ce sont n'importe ceux qui ont choisi de faire du judo. Donc, Eh oui. ils ont choisi de faire du judo au collège. Ouais. Les entraînements du collège sont sur le même format que les entraînements universitaires, Donc c'est moins, tous les jours en aussi. moins fort, tous les jours. Après, ils passent au lycée. Mm. Au lycée, c'est plus fort que le collège, mais moins Mm. fort que l'université. Et quand ils arrivent à l'université, ils sont déjà conditionnés. Ouais, ouais. Ah, Mais du coup, ça veut dire que tu pouvais faire 1-2 heures d'andori. ah oui, 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 c'était 1h30 sans arrêt. Et c'est des temps ou parce qu'au cours de cours, il n'y a pas de. Alors, c'est 6 alors, parfois, il y a pas de il temps, programme le chronomètre électronique, c'est D'accord. 6 minutes. En moyenne, c'était 6 minutes. Non, la Tenerife, il mettait 7 minutes. Ah oui, quand 7 même. minutes, et puis il y avait entre les deux, il y avait 10 secondes. 10 secondes de battement Ah entre eux, ouais. voilà. Et il y a des gens qui vous pouvez vous reposer. On peut comme se entre deux. reposer sous. Alors après, quand c'est les étrangers, s'ils se reposent sur le côté, on leur dit rien. Quand ce sont les 4e ou 3e années, à la limite ça passe, mais quand ce sont les 1ère ou 2e années, là ça passe pas. Là il y a l'entraîneur qui est là et qui pousse. Et alors moi j'ai le souvenir qu'ils m'ont mis en tâté. Ouais, ils m'ont mis en tâté. Il m'est arrivé 3 fois d'être tâté. Donc juste tâter, Ouais, pour et- s'il y en a qui connaissent pas ce terme, Oui. c'est donc t'es au sens qui Oui. t'arrête pas. Alors normalement tâté ça veut dire bouclier. Les tâtés ce sont ceux qu'on mettait justement les boucliers pour protéger leur proie, pour protéger la forteresse. D'accord. Voilà, donc quand on dit des tâtés, ce sont donc des judokas que l'on met, un petit nombre de judokas que l'on met au milieu, hein, et qui vont eux enchaîner tous les randori, alors que les autres qui viennent les inviter vont C'est se ça. reposer. Donc ils ont toujours des judokas frais qui leur arrivent dessus. Des judokas frais C'est qui ça. leur arrivent dessus, voilà, ou reposer. Alors quand c'est tâté, c'est 1 heure. Donc j'ai dès ma première. Après, Ça devait être éprouvant. et je l'ai fait 3 fois. Après, bon, quand on remontera dans le temps, je pourrais expliquer à quel moment je l'ai fait. Et je sais que, voilà, on monte jusqu'en 2004. En 2004, c'était 1h30. Ah là c'est. 1h30 en tâté. Et quand on est en tâté, les Japonais couraient sur moi pour m'inviter parce que c'était les 1ère ou les 2e années, pour ne pas se faire engueuler par oui. par le coach. Et en même temps, ils savent très bien, les Japonais, qu'un étranger sera toujours moins fort, parce qu'on les oblige à combattre les 1ères années. Mm. Ils n'ont pas le droit de se reposer. Et ils ont moins de chances de se faire casser la gueule par un étranger Mm. que par un mec de 3e année. Ouais. Donc, si on les a tous comme des mouches, il y a Oui, que, c'est ça. et ils sont là, des fois on en a au moins une dizaine, et on ne sait pas lequel choisir. Et il rentre dedans, parce que comme il a tout intérêt de rentrer dedans, parce que comme ça, Le coach le vis-à-vis voit. de son coach, c'est un bon élève. Et j'ai eu ça pendant 1h30. Exactement, alors 1h30, 88 minutes. C'est Donc incroyable. il y a les 2 petites minutes qui nous emmènent sur les 1h30 à 88 minutes. Ouais, c'était... C'est costaud. hein Donc du coup, ça veut dire... ouais, mais t'es pas resté à Tenerife 11 fois de 8 minutes. 95 à 2004 quand même. Non, mais je suis revenu après au Japon en avril 95. Mhm. C'est là où j'ai fait la connaissance de M. Pelletier. Et là, j'étais au Kodokan. Et c'est là où j'ai fait la connaissance du Kodokan. J'étais pas encore Donc au tu as Kodokan. rencontré Maître Pelletier au Japon. J'ai rencontré au Japon avec... bon, lui, il était en dos les gradins, il n'était pas sur le tatami. Il avait ses bras droits, ses fidèles Ouais. lieutenants autour de lui. Et moi, j'ai fait mes premiers pas au Kodokan. D'accord. Donc, j'ai connu Kyoto en premier, Tenri en deuxième, le Kodokan après. Et je m'entraînais au Kodokan. Et j'ai eu une mésaventure avec un des profs du Kodokan qui a été extrêmement douloureuse. Je crois que lui, il avait envie de me tuer. J'ai senti quelqu'un qui avait envie de me tuer sur le tapis. Mm. Il avait envie de me donner une leçon. Et je me suis mis à genoux et je me sentais humilié comme jamais j'ai été humilié dans ma vie. Mm. Où je sentais de la flamme ou un courant brûlant qui est dans mon d'humiliation. Ah ouais. Quelque chose que j'avais jamais rencontré dans ma vie. Et je suis resté à genoux stoïque sans rien dire. J'ai fait le japonais. Le judo, c'est plein de facettes. Il y a le judo sportif, le sport en lui-même, comme aux enfants. Il y a le judo loisir, où c'est du loisir, c'est du plaisir, mais c'est aussi du social. Il y a le judo culturel, qui a plus comme plus au Japon. Puis il y a le judo, c'est le judo samouraï. Ah bon, ils ont mis Nomura en tâté. Avec cette tête tout jeune, c'était en 96. Ouais. Bon, avec une tête un peu de jeune adolescent là, qui sort des cadets. Et
Je me dis, mais c'est un martien. Il m'était moroté, il s'est trompé tout le monde, mais avec une tête de jeune gamin, jeune enfant. Je sais qui lui. Et Gouza, avec qui je m'entendais très bien ensuite, qui est un garçon charmant, mais qui est du temps où il était jeune, quand il avait 20 ans, il nous cassait la gueule, mais incroyable. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai appris déjà au Japon, c'est quand tu fais randonner quelqu'un au Japon, hein, là vraiment, il y a le côté tuer ou être tué. Et c'est vrai que ça, tu sens que c'est mis en application.